Voilà, je suis obligé de passer très vite si nous voulons tenir un horaire très serré au point suivant. Donc l'énergie du point de vue de la demande, autre sujet sur lequel Yves Martin a beaucoup contribué. Donc j'appelle à la tribune Benjamin Dessus et Claire Tuténuit. Moi je voudrais apporter un éclairage un peu différent, peut-être complémentaire sur Yves. Et quand j'évoque Yves, pour moi c'est d'abord un militant. C'est vraiment un militant des économies d'énergie comme j'en ai rarement vu. En 1974, il était déjà militant de l'économie d'énergie et j'aime mieux vous dire qu'à l'époque, ce n'était pas fréquent. Moi, je me souviens, j'avais à peu près les mêmes préoccupations en 1978. On avait écrit avec une série de petits camarades un truc qui s'appelait le projet Alter et qui était un projet d'une France toute renouvelable et économe en énergie en 2050 parce qu'on n'aimait pas le nucléaire. Bon, ça redevient à la mode, manifestement. Et lui était tout à fait sur les mêmes bases. À part qu'on n'était pas d'accord sur le nucléaire, bien entendu, mais... manifestement, il était dans cette logique. Et moi, je me souviens de ce que disait Claude Bienvenu du projet Alter en question. Claude Bienvenu, c'était le directeur des études et recherches à l'époque d'EDF. Je vais vous dire un peu l'ambiance dans laquelle on était, qui est quand même intéressant. Je cite. Il parlait des gens du projet Alter. Ils se croient investis du pouvoir de décider ce qui convient à chacun. Parce qu'on avait dessiné en 2050 l'idée que les gens auraient un appartement de 100 mètres carrés, 3 frigidaires. Enfin, il fallait bien dire quelque chose sur la demande. On avait dit quelque chose sur la demande. Faire le bonheur des gens contre eux, c'est le contraire de la démocratie. C'est le retour à l'Église toute puissante, et à l'Inquisition, c'est la renaissance du fascisme. Et de conclure, attention, messieurs d'Alter, à ne pas devenir les Lysenko de l'énergie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'état du débat à l'époque. Et à mon avis, dans son propre corps et parmi vous, c'était à peu près la même chose pour Yves Martin. Je préfère le rappeler quand même. C'est au début des années 90 que j'ai fait sa connaissance. Il était chef de la mission effet de serre ou du groupement interministériel, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et on se retrouvait dans un comité éclat qui était chargé sous la férule de Michel Beau, un économiste, de définir des programmes actions économiques, de recherche économique pour le climat. C'était juste avant Rio. Moi, je venais de pondre avec un de mes petits camarades un scénario qui s'appelait Noé, Nouvelles options énergétiques, qui prévoyait aussi en 2050 ou 2060 une alimentation mondiale en se posant 2 normes d'environnement, ne pas envoyer dans l'espace, dans l'atmosphère, plus de carbone que la Terre n'était capable d'en absorber, en gros 3 gigatonnes de carbone, et arrêter de continuer à faire des déchets nucléaires en 2100. On s'était donné ces 2 normes-là et on essayait de remonter. Et on arrivait à un scénario qui finissait à 12 gigatep, c'est-à-dire à peu près à ce qu'on consomme aujourd'hui. Bien. Évidemment, ce scénario supposait des économies d'énergie tout à fait fortes. Alors, dans le débat qui se constituait à l'époque en Europe, où on a parlé effectivement de la taxe, moi, je n'ai pas tout à fait la même opinion sur son idée de la taxe énergie et énergie et climat, parce que j'ai regardé, j'avais le souvenir, contrairement à toi, qu'il n'avait pas tellement défendu l'idée qu'il fallait faire une taxe qui puisse jouer aussi sur l'électricité. Et j'ai regardé son premier rapport de 90, et il dit des choses, bon, certains peuvent voir dans une fiscalité sur les énergies fossiles un encouragement excessif au développement du nucléaire. Et un peu plus loin dans son rapport, le développement du nucléaire, efficace pour la lutte contre l'effet de serre, doit s'accompagner de la recherche d'un niveau de sûreté encore accru. Il avait bien entendu raison avant l'heure. Cette sûreté sera d'autant plus difficile à obtenir qu'on lui affectera, si nécessaire, tout ou partie de la marge supplémentaire qu'une taxe sur les combustibles fossiles ferait apparaître en faveur du nucléaire. Si au contraire, le nucléaire était taxé comme l'énergie fossile, il serait plus difficile d'obtenir une amélioration substantielle de sa sûreté qui, compte tenu des niveaux déjà atteints, sera coûteuse. C'est des phrases qui semblent indiquer quand même de sa part au moins une réticence, si ce n'est pas plus, à toucher à l'électricité. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors je sais qu'après, quand on en a reparlé 10 ans plus tard, il avait probablement changé d'avis. C'est probablement par souci, dans l'ambiance du moment, de préserver la spécificité nationale du nucléaire français. Et je pense qu'il a plus ou moins soutenu ou laissé l'ensemble de l'administration française se battre comme un beau diable pour éviter qu'une taxe sur le climat risque de toucher à l'électricité française, ce qui était vraiment le truc le plus important.
Mais il faut voir qu'à l'époque, les débats étaient beaucoup plus vigoureux qu'aujourd'hui. On se battait vraiment dans l'administration ou autour de l'administration. Je vais vous donner un exemple qui vous amusera peut-être. J'avais commis un article sur ma préférence pour une taxe de faible ampleur sur l'ensemble des énergies affectées à des mesures d'économie d'énergie plutôt qu'à la grosse taxe incitative dont on a parlé tout à l'heure. Et je sais qu'il défendait avec fougue l'idée de la taxe incitative. Je l'ai vu débarquer un matin, vers 7h30 du matin, dans mon bureau au CNRS, au 8e étage de la rue Lascaz, sans ascenseur, et me déclarer tout de go que je n'étais en fait, excusez-moi, en défendant cette thèse, qu'un suppôt du CNPF ou du MEDEF, parce que je ne sais plus très bien si c'était déjà le MEDEF ou du CNPF. Je dois dire que, profitant de mon gabarit, qui était sans rapport avec le sien, je l'ai vidé de mon bureau. Et on est devenus très copains. Bien. Le débat, comme vous le voyez, était très, très, très animé, mais on y tenait beaucoup, on était très contents, parce qu'il était d'une droiture absolument magnifique, d'une intelligence remarquable, et au moins on s'empaillait avec des gens. Et vous savez qu'on a... entre militants, c'est toujours entre militants du même bord qu'on s'engueule le plus, plutôt qu'entre des gens qui sont vraiment d'avis trop différents. Bien. Alors évidemment, on n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur l'intérêt d'engager des programmes d'économie d'électricité ambitieux, qui me paraissaient déjà à cette époque comme quelque chose de très important, probablement sous la pression générale du fait qu'on avait beaucoup de nucléaire, qu'il fallait s'en servir, etc. C'est vrai que l'idée paraissait totalement iconoclaste dans les années 90-95, et quand on essayait de penser à la généralisation de la préoccupation des économies d'énergie à l'économie d'électricité, on nous disait, écoutez, franchement, c'est pas la peine, le nucléaire est gratuit, il coûte rien, il n'est pas dangereux. Enfin, on avait vraiment ça dans la tête. J'ai d'ailleurs eu à ce propos la curiosité d'aller regarder le rapport d'évaluation qu'il a présidé en 1998 sur le bilan de la maîtrise de l'énergie. De façon assez significative, il y a très très peu d'allusions à l'électricité dans ce rapport, ce qui est quand même curieux puisqu'on était en France avec un apport important de l'électricité, sauf pour s'élever contre les méfaits de la péréquation tarifaire dans les dom-toms. On aurait pu s'attendre à ce que la justification de cette mesure ou de cette rallante sur la péréquation soit l'idée que dans les dom-toms, puisque l'électricité était très chère à fabriquer, elle n'était pas nucléaire, elle était très chère, il fallait faire des économies d'électricité. Mais pas du tout. C'est que ça empêchait de faire des énergies renouvelables. Le mot d'économie d'électricité n'était pas encore prononcé. Je n'en veux pas à Yves, mais manifestement, de toute l'administration française était complètement fermée à cette idée de ne pas gaspiller l'électricité. Voilà ce que je voulais dire pour montrer que je n'étais pas d'accord surtout avec lui, mais que, à la fois, j'ai un regard évidemment très, très admiratif, non seulement pour son intelligence, son mauvais caractère, et qui était quand même assez dangereux. Hein. Ça a compliqué pas mal le travail d'un certain nombre de diplomates français. Ne nous cachons pas derrière le petit doigt. De temps en temps, c'était pas simple pour le diplomate moyen. Bon, mais ma foi, c'était comme ça. Mais je regrette qu'il n'ait pas réussi ou qu'il n'ait pas appliqué sa militance à l'électricité. Et c'est un de mes grands regrets, parce que si on avait fait ça, et depuis les années 90, on ne serait peut-être pas dans la situation où on est aujourd'hui, avec la prégnance considérable d'un programme nucléaire et les doutes qu'on peut avoir sur sa poursuite. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup.